Et j'ai été témoin parce que j'ai jamais raté un rendez-vous médical avec lui. Et j'en veux énormément au corps médical, encore aujourd'hui. Parce que quand on a un cancer aujourd'hui, on sait qu'on doit faire une chimio pour vivre, parce que sans chimio, on ne peut pas vivre. Donc on s'est aperçu que la taille de ses reins, tout était normal parce que Mousse ne comprenait pas. Et en fait, il a fallu qu'il y ait une échographie et des examens accentués pour justifier que son taux de créatinine était hyper élevé et qu'il ne pouvait donc son corps s'empoisonnait et qu'il ne pouvait pas vivre sans dialyse. Donc il était dialysé 3 fois par semaine, ce qui était très très lourd pour lui parce que c'était un électron libre et qu'il avait besoin, déjà il refusait la maladie, donc en plus de ça, lui imposer 4 ou 5 heures de dialyse à l'hôpital, dans un lit attaché à une machine avec plein de gens malades, ben ça fait mal. Et jamais, au grand jamais, j'ai assisté, un médecin nous a dit que s'il faisait pas sa dialyse, il allait mourir. Jamais. Et d'ailleurs, le deuxième AVC est dû parce qu'il n'a pas fait une dialyse. Donc pour moi, avec le recul, c'est un suicide déguisé. Bonjour, c'est Sandrine Diouf et on se retrouve maintenant sur Pile Média. Enfant de Marseille, tu as grandi loin des projecteurs, baignant dans les compétitions de gymnastique de haut niveau avant la notoriété. Qui étais-tu et quels étaient tes rêves pour l'avenir? J'étais une enfant sage. Je ne pense pas avoir fait trop de dégâts et trop de bruit. Assez rebelle déjà. Rebelle dans le sens où je ne me laissais pas faire. J'étais dans la compétition, donc toujours en train de me battre. Et j'ai été très vite en équipe de France à haut niveau. Donc tout de suite dans la compétition et j'avais besoin de gagner. Pour moi, une seconde place, c'était pas possible. Et avant la notoriété, qui étais-tu et quel était tes rêves? J'étais une petite fille, comme toutes les petites filles, d'une famille de 3 enfants avec des parents ouvriers. On n'a jamais manqué de rien. On a grandi avec plein de bonheur dans une famille hyper unie. J'ai une très grande famille avec beaucoup de cousins, beaucoup de cousines et on s'aime très fort. Je rêvais d'être hôtesse de l'air. Alors, je ne l'ai pas été, mais par contre, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'aujourd'hui, je vis entre Marseille et Paris. Et depuis 1996, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, je fais des allers-retours en avion et en train. Donc, je n'ai pas été hôtesse de l'air, mais je suis en permanence dans les avions et dans les trains. Donc peut-être c'est ce côté qui s'est réincarné en moi. On connaît votre belle complicité, mais on sait peu de choses sur le tout début de votre histoire. Comment s'est passée votre première rencontre avec Mousse Diouf? Qu'est-ce qui vous a immédiatement séduite chez lui? Tout début de votre histoire, elle a démarré sur un mensonge, sur un mytho, donc ça a très mal démarré. Mais comme c'était une personne qui donnait beaucoup d'amour et avec un grand cœur et plein de gentillesse, j'ai vite pardonné. Comment s'est passée votre première rencontre avec Mousse Diouf? À l'époque, j'étais déjà agent immobilier et il m'a fait croire qu'il voulait acheter un théâtre. Et il n'a jamais acheté de théâtre. Je pense que c'était pour avoir mes coordonnées. Vous avez écrit que Mousse avait parfois minimisé certains symptômes de la maladie, refusant de voir la réalité en face. Avec le recul, que souhaiteriez-vous dire à ceux qui, comme lui, ont du mal à reconnaître la maladie et à l'importance d'écouter leur corps? Je pense que Mousse n'a pas pris conscience de la réalité de sa maladie. Et j'ai été témoin parce que j'ai jamais raté un rendez-vous médical avec lui. Et j'en veux énormément au corps médical, encore aujourd'hui. Parce que quand on a un cancer aujourd'hui, on sait qu'on doit faire une chimio pour vivre, parce que sans chimio, on ne peut pas vivre. Mousse, il a eu un AVC, il s'en est sorti très bien. Il est décédé du second AVC, mais dû aux séquelles du premier, parce qu'il a été en insuffisance rénale. Donc on s'est aperçu que la taille de ses reins, tout était normal parce que Mousse ne comprenait pas.
Et en fait, il a fallu qu'il y ait une échographie et des examens accentués pour justifier que son taux de créatinine était hyper élevé et qu'il ne pouvait donc, son corps s'empoisonnait et qu'il ne pouvait pas vivre sans dialyse. Donc il était dialysé 3 fois par semaine, ce qui était très très lourd pour lui, parce que c'était un électron libre et qu'il avait besoin, déjà il refusait la maladie, donc en plus de ça, lui imposer 4 ou 5 heures de dialyse à l'hôpital, dans un lit attaché à une machine avec plein de gens malades, ben, ça fait mal. Et jamais, au grand jamais, j'ai assisté, un médecin nous a dit que s'il faisait passer la dialyse, il allait mourir. Jamais. Et c'est pour ça que j'ai été un peu... Bon, après, il a fallu avancer avec le décès et continuer. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé faire de la prévention dans les centres de dialyse pour dire ce qu'on ne m'a pas dit aux accompagnants, parce que les patients, c'était très compliqué. Mais je pense que les accompagnants, c'est encore plus compliqué quand on accompagne quelqu'un où on sait qu'il n'y a pas d'issue, s'il n'y a pas de greffe, parce que Mousse, malheureusement, n'a même pas eu le temps d'être sur une liste de greffés. Mais jamais on lui a dit, si tu fais pas ta dialyse, tu vas mourir. Jamais. Et d'ailleurs, le deuxième AVC est dû parce qu'il n'a pas fait une dialyse. Donc pour moi, avec le recul, c'est un suicide déguisé. Mais j'en veux énormément au corps médical. Énormément. Quelle est la pire décision que tu aies prise quand il a fallu... Bon, on va en revenir à ma vie d'avant, puisque j'ai eu une vie avant. Ah purée, c'est terrible. Si je veux être honnête, c'est terrible. C'est quand les médecins m'ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il fallait tout arrêter. Et que j'ai dit OK. Après sa mort, vous avez écrit « Me suis-je trop acharnée à le maintenir en vie ? Avec le recul, ressentez-vous encore le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ? Êtes-vous aujourd'hui en paix avec vous-même ? Que vous inspire par ailleurs le débat actuel sur le droit de mourir dignement ?» Non, je ne me suis pas acharnée parce que j'y ai cru, parce qu'on m'a tellement dit que Mousse n'allait pas passer 24 heures. C'était le 25 juin 2009. Deuxième AVC, les médecins m'ont dit qu'il ne passera pas la nuit. Et ça a duré 3 ans. Donc l'avis des médecins, j'en avais rien à faire. Et pour moi, je ne me suis pas acharnée parce que j'ai eu tellement de belles choses à vivre avec lui. Moi, comme sa famille, comme tous les êtres et tous ses amis qui étaient autour de lui. Avec le recul, que ressentez-vous? Ce sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait? Non. J'ai fait tout ce que... et je pense bien plus encore. Êtes-vous aujourd'hui en paix avec vous-même? Totalement. Que vous inspire par ailleurs le débat actuel sur le droit de mourir dignement? J'ai pas d'avis parce que je trouve que c'est assez personnel. Moi, personnellement, j'aimerais pas qu'on s'acharne sur moi en ayant vécu la longue maladie et l'accompagnement de mon mari qui a duré 3 ans. Et là, je viens de perdre, j'ai enterré ma tante il y a 3 jours, qui était très malade, et c'était pas un acharnement, mais je pense qu'il faut laisser le choix aux gens. Mais c'est personnel, et ça, je peux pas répondre. Vous avez écrit « Le deuil ne se fait pas, on vit avec ». 13 ans après, et après tant d'épreuves, la maladie, la perte, la solitude, les conflits. Vous avez dû tout reconstruire seule en tant que femme et mère. Qu'est-ce qui vous a donné la force de vous relever? Et quel a été, selon vous, le déclic qui vous a permis de transformer la douleur en moteur? Le deuil ne se fait pas, on vit avec, exactement. Ça fait 13 ans et on apprend à vivre avec, malheureusement, parce que si on veut faire le deuil, on n'y arrivera pas. Il faut avancer. Après tant d'épreuves, la maladie, la perte, la solitude, les conflits, vous avez dû vous reconstruire seule en tant que femme et mère. Me reconstruire, j'ai toujours été une battante. Donc, même Mousse malade, j'ai jamais arrêté de travailler. Je me faisais des allers-retours journée, Paris-Marseille, pour pouvoir donner à dîner à mon époux le soir et dormir avec lui, même si je ne dormais pas avec lui, mais j'étais pour rester à l'hôpital. Qu'est-ce qui vous a donné la force de vous relever? C'est mes enfants, automatiquement. Parce que mes enfants, et puis lui aussi, la force de lui montrer qu'il pouvait être fier de moi et que je l'aimais profondément. Et que, quoi qu'il se passe, je serai là. Le déclic vous a permis de transformer la douleur en moteur.
Il n'y a pas eu de déclic parce que j'ai pas sombré, j'ai toujours été dans le but de me battre, d'avancer, de l'accompagner, le moins. Mousse avait sa tête, donc je voulais pas qu'il prenne conscience de son état, donc j'ai toujours positivé, toujours, toujours. Je crois que j'ai jamais été aussi belle pendant la maladie. Je veux dire, les gens me regardaient. Vous pouvez pas penser que j'avais un mari malade qui était en fin de vie. J'étais toujours, j'arrivais à l'hôpital, j'étais toujours nickel. Pour lui plaire, toujours. Et pour qu'il me voie pas triste. Pour pas qu'il ait peur. À l'époque, vous étiez entouré d'amis célèbres. Avez-vous ressenti le même soutien lorsque la maladie de Mousse s'est installée et certains se sont-ils éloignés? Et aujourd'hui, que reste-t-il de ces amitiés? Alors lui surtout, parce que c'était lui la célébrité, c'est pas moi. Avez-vous ressenti un soutien lorsque la maladie? Oui, quand il est... En fait, quand il a été hospitalisé, ça a été publiquement annoncé dans la presse. Donc il y a eu un peu... Avec le recul aujourd'hui, je pense que tout le monde a voulu se dire « je suis là ». Et certains se sont-ils éloignés? Beaucoup. Mais il est parti, donc je pense qu'ils sont partis avec. Peut-être que j'en ai voulu un peu. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, la vie continue, donc ils sont passés à autre chose. On a tous nos galères. Et puis la vie, elle est tellement compliquée aujourd'hui. Si on commence à s'accrocher au passé, aux gens qui nous ont blessés, aux gens qui nous ont fait du mal, aux gens qui sont là, les gens qui sont plus là, on n'a plus personne, on n'a plus d'amis, Il faut vivre avec, même si moi je pense que ça a été douloureux parce que je suis quelqu'un d'entier et quand j'aime, j'aime vraiment. Je pense que j'en ai un peu voulu, mais aujourd'hui non. Parce que moi j'ai dû blesser aussi des gens et si j'en ai blessé, je m'excuse. Quand je leur demande de m'excuser. Et aujourd'hui, que reste-t-il de ces amitiés? Personne. C'est un regret? Non. Non, parce que je me dis, leur vie continue. Et puis moi, mes amis à moi, que j'ai depuis toujours, je suis très fidèle en amitié, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais le peu que j'ai, je les garde, j'essaie de les chérir. Alors aujourd'hui, ma vie professionnelle, elle me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc je les vois pas, beaucoup. Mais par contre, je suis capable, comme la semaine dernière, par exemple, c'était personnel et c'était un décès de famille. J'ai pas vu ma famille depuis très longtemps, cousin, petit cousin, etc. Mais j'ai tout mis en suspens une semaine pour passer la semaine avec eux. Et dans 10 jours, c'est l'anniversaire de la fille de mon amie d'enfance. Je serai à l'anniversaire, quoi qu'il puisse se passer. Et il n'y aura pas de visite, il n'y aura pas de rendez-vous professionnel. Et j'essaie d'être là, proche de ma famille, aux grands événements. En quoi aimerais-tu te réincarner? Ange gardien. Parce que j'aime l'être humain et j'aime... En fait, on m'a tellement fait de mal que je suis dans la protection en permanence de tout être humain. Donc en ange gardien. Après le décès de Mousse, des tensions sont apparues avec sa famille, notamment ses filles et son ex-compagne. Vous avez aussi évoqué avoir parfois été victime de préjugés ou d'un certain rejet. Avec le recul, comment avez-vous vécu cette période et qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même? Et où en sont vos relations avec elle aujourd'hui? Alors, c'était pas après le décès, c'était surtout dès qu'il est tombé malade, où il y a eu, je pense, une question de légitimité. Qui était plus légitime, eux ou moi? Normalement, il n'y a pas de... On est une famille, hein, on est soudés, donc il n'y a pas de sujet, mais pour eux, ça a été apparemment un sujet. Notamment avec ses filles et son ex-compagne. Je pense plus avec son ex-compagne qu'avec ses filles, parce que je pense que l'ex-compagne... Et j'ai pas envie de rentrer dans ces débats, franchement, je réponds parce qu'il faut y répondre, mais c'est pas des choses... C'est tellement... C'est un peu derrière. Moi, mes belles-filles, je pense avoir fait tout ce que j'ai pu faire. Je les ai toujours eues en vacances, on a voyagé ensemble, elles étaient intégrées totalement dans ma famille de mon côté et elles ont passé toutes les vacances auprès de moi, auprès de ma famille, de mes parents, de mes cousins, de tout le monde. Et je pense qu'elles ont adoré cette vie-là.
Et si elles sont honnêtes, elles devraient être nostalgiques et pas de mauvaise foi, elles pourraient le reconnaître. Mais parfois, vis-à-vis de leur maman, et peut-être pour pas faire de la peine à la maman, elles ont pris parti, et elles sont parties en guerre, etc. Mais après, c'est elles et leur conscience. Moi, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai jamais interdit personne de venir chez moi, j'ai jamais séquestré mon mari. Déjà, il avait sa tête, il était entouré. Elles sont venues. Et quand elles ne sont pas venues, c'était elles et leur conscience, encore une fois. Avec le recul, comment avez-vous vécu cette période? J'étais très triste, hyper triste. Hyper triste de la proportion, parce que je pense que Mousse aurait aimé nous avoir tous ensemble. Comment avez-vous vécu cette période? Et vous avez pris sur vous-même? J'ai ma capacité à encaisser, en fait. Beaucoup plus... 13 ans après, je me dis finalement, j'ai été hyper forte. Hyper forte parce que j'ai jamais lâché, j'ai jamais lâché. J'ai jamais raté un jour de visite, j'ai jamais raté, même quand je travaillais, je faisais des allers-retours à Paris journée pour pouvoir être avec lui. Et non, j'ai appris que j'étais très forte. Et où sont vos relations avec elle aujourd'hui? Ça n'existe plus. Vous, c'est parti, elles sont parties avec. Votre fils Isaac n'avait que 8 ans lorsque son papa est décédé. Aujourd'hui, comment partagez-vous avec lui le souvenir de son père? Et plus largement, quel genre de maman êtes-vous? J'essaie de le rassurer vachement dans sa vie parce que c'est un homme. Isaac a 20 ans. C'est un garçon qui est hyper empathique, qui est hyper généreux, qui aime l'être humain. C'est vraiment un mélange de son papa et de moi. Je suis très fière de lui. Je suis très fière du garçon et de l'homme qu'il est devenu. Et quand j'en parle de son papa, je parle que du côté positif parce que Mousse était quelqu'un de super positif et de tellement généreux qu'il est bien parti pour être comme son papa en tout cas. Il faut qu'il grandisse aussi avec ses souvenirs à lui. Alors il était jeune, donc il oublie un petit peu et c'est son grand regret aujourd'hui. Quand on a des conversations, il me dit « j'ai plus de souvenirs de papa ». Je lui dis il faut vivre avec. Et voilà. Mais c'est pas l'enfant fan à regarder des séries en boucle, à écouter son père, pas du tout. Il a tout un autre métier et il est totalement focus dans son avenir. Mais je suis très fière de mon garçon. Et plus largement, quel genre de maman êtes-vous? Hyper à l'écoute. Hyper dure aussi avec lui. Je suis pas une maman sévère, parce qu'il m'endort après et il a tout ce qu'il veut de moi. Mais quand il fait de la merde, si je peux dire de la merde, je vais lui dire Isaac, c'est pas bien. C'est pas bien, donc il faut te reprendre. Mais il est de bonne foi et il se remet vite en question. Vous avez renoncé à la succession de votre mari. Pouvez-vous nous expliquer ce choix? Y a-t-il des raisons que le public ignore ou des regrets que vous souhaitez partager? Non, je regrette rien. Et si c'était à refaire, j'aurais repris 13 ans après la même décision. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si je m'étais battue, comme j'écoute aussi mon corps, il y en a qui ne l'écoutent pas, en l'occurrence Mousse, mais moi je l'écoute. Je pense plus être là, je serais pas là aujourd'hui. J'aurais eu une maladie et j'avais pas envie que mon fils se retrouve orphelin. Il venait de perdre son papa, j'avais pas envie qu'il se retrouve, qu'il perde sa maman. Parce que ça a été un combat permanent avec la famille, où je recevais des assignations à l'hôpital en réanimation, hors sujet de me battre pour de l'argent. Je suis jeune, j'ai un métier. Mon Mousse m'a connue, j'avais déjà mon métier, ma société. Donc le travail ne me faisait pas peur et je sais travailler. Donc voilà, il m'a jamais entretenue. Et si j'ai refusé ça, c'est parce que Mousse avait des établissements connus dans Paris. Il avait un métier, il y avait de l'argent ou pas. Enfin, les gens, je suis
En 16 ans de vie commune, je suis incapable de vous dire le salaire de ce que gagnait mon mari, parce que j'avais mon métier, donc ça ne m'intéressait pas. Et quand je me suis battue pour Mousse, pour les biens de Mousse, parce qu'il avait un commerce, un établissement connu. Et quand j'ai demandé un peu des comptes, parce que je recevais des lettres recommandées d'assemblées où il ne se présentait pas aux assemblées, conseil d'administration de sociétés, etc. Donc il a fallu faire jouer la juge des tutelles, un greffe, etc. pour dire comment on fait pour répondre à ces courriers. Mousse n'est pas là, il est en réanimation, comment on fait? Donc ils m'ont dit donc il fallait un juge, des tutelles, etc. J'ai été nommée sa tutrice. Et quand j'ai commencé à mettre le nez dedans, même pas moi, les maîtres des avocats, donc ça m'a coûté tout ça, je me battais pour la famille. Hein. Quand je parle de la famille, je parle de mon fils et de mes belles-filles. Et de sa famille autour de lui, parce que tout le monde faisait, on était une famille, quoi, soi-disant une famille. Et donc j'ai mis des avocats, j'ai pris ce qu'il fallait. Et un jour, on est convoqué contre cette société pour savoir ce qui se passe, parce qu'on pensait qu'il y avait des détournements, ou j'en sais rien, mais pour avoir des comptes sur la société, parce qu'elle était toujours déficitaire, alors que c'était une société qui était au grand public et qui marchait très bien. Et le jour du tribunal, j'ai l'associé de mon mari qui est arrivé avec mes belles-filles contre moi. Donc là, je me suis dit, alors là, ils n'ont plus rien compris au film, ça sert à rien de te battre, Sandrine. Donc ça, c'était avant qu'il décède. Je me suis dit, laisse tomber, parce que je veux dire, si on se battait, c'était les héritiers, c'est qui? C'était mes deux belles-filles, mon fils, moi en tant qu'épouse, mais c'était les plus grosses parts, c'était les enfants. Et quand je les ai vus arriver contre moi, parce que certainement on leur a promis un CDI ou j'en sais rien, oui, parce que derrière, elles ont travaillé là-bas, je me suis dit, Sandrine, alors là, tu touches laisse tomber. Donc il n'y a même pas eu le jour où on l'a enterré. Mousse est décédé le 7 juillet, on l'a enterré le 9, c'était un samedi. Le lundi, j'étais chez le notaire pour refuser la succession en mon nom et au nom de mon fils. Alors, mon fils, quand il a eu 18 ans, il n'était pas très content, il m'a demandé des comptes. Quoi des comptes? Gentiment, parce que j'ai une super relation avec mon fils. Mais je lui ai expliqué, il a une boîte où il y a tous les documents administratifs, où il n'a pas voulu les lire, mais il en fait ce qu'il voudra. Mais en tout cas, je lui ai expliqué la raison pour laquelle. J'ai dit, écoute, tu avais perdu ton papa, j'avais pas envie que tu perdes ta maman. Si tu pouvais revenir dans le passé, tu changerais quoi? Je changerais rien. Je changerai rien, j'assume tout ce qui s'est passé, et tout ce qui s'est passé, ça fait partie de ma vie, de ma reconstruction d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise florissante avec des filiales à Paris, Marseille, New York et Ibiza. En 2025, vous avez d'ailleurs été récompensé au titre de meilleur agent immobilier de luxe en France. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui, selon vous, explique votre réussite dans un milieu aussi exigeant que celui de l'immobilier de prestige? Alors moi, je fais de l'immobilier depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé pour un groupe presque pendant 20 ans. J'étais fidèle à ce groupe. Et puis en 2020, après le Covid, j'ai appris, ça a été violent pour moi, que le groupe avait été vendu. J'ai vécu comme un deuil, c'était terrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que pour moi, le travail, ça m'a tellement aidée dans toutes les épreuves de ma vie. C'était une page encore qui se tournait, et ça a été un deuil, quoi. Il a fallu que je fasse le deuil, et que j'apprenne à vivre avec ça. J'ai très mal vécu, donc je me suis mis... j'ai pas voulu parler avec les repreneurs. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai décidé, donc, avec le soutien de nombreux confrères, de clients, de notaires, et de propriétaires, en me disant, Sandrine, nous on travaille pour toi, toutes les transactions c'est toi, c'est pas le groupe pour lequel, on la connaît même pas cette personne. Donc ils m'ont motivé à monter mon agence qui s'appelle Off Real Estate, qui est l'immobilier d'exception et off market. Et en fait c'est la résilience, c'est mon moteur. Les enfants grandissent, ils sont plus à la maison, j'ai envie de... Je peux pas rester sans rien, je veux dire, c'est pas possible. J'ai besoin toujours de créer. Donc une fois que Paris s'est lancé depuis 25 ans,
ben, j'ai eu envie de partir à New York. Je suis partie à New York. J'ai signé là-bas. Puis après, je suis partie... un an après, j'ai ouvert Marseille, parce que je suis originaire de Marseille et je suis marseillaise. Et je me suis dit, tu travailles depuis 25 ans à Paris et c'est pas normal d'avoir rien fait à Marseille, parce que j'avais beaucoup de demandes et je déléguais. Et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir ta structure à Marseille? Donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis plus seule. Marseille, j'ai une équipe de 7 personnes. À Paris, on est 4. Et New York, 2 personnes. Ibiza, 3 personnes. C'est pas Ibiza, c'est Minorque exactement. L'Asie aussi, c'est parti. J'étais à Singapour au Grand Prix l'année dernière au mois de janvier. Et j'espère pouvoir me développer un maximum. Mais je travaille avec mon... En fait, j'aime ce que je fais. Je suis une vraie passionnée, vraie passionnée. Et si je pouvais travailler H24 et même ouvrir une ligne dédiée aux gens gratuite, hein, qui est juste de conseils, je le ferai. Et exigeant. Et j'ai été nommée, oui, parce que je sais pas, mais en tout cas j'ai été élue et c'est une reconnaissante et je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive aujourd'hui. Et je dis merci tous les jours dès que je me lève. Et d'autant plus de faire un métier qui me plaît et qui me passionne. J'ai même pas l'impression de travailler. Et ouais, le milieu du prestige est un milieu très compliqué, mais il faut s'adapter. Et quand on y travaille avec son cœur et avec son âme, on n'est pas déçu parce qu'on a les retombées qui vont avec. Votre livre s'intitule « Au-delà de la vie ». Ressentez-vous que Mousse est encore présent d'une manière ou d'une autre? Et si vous pouviez lui adresser aujourd'hui un message, que lui diriez-vous? Présent, il sera toujours présent, étant donné qu'il m'a fait un cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est un enfant. Donc déjà, merci de m'avoir donné, merci la vie de m'avoir donné cet enfant. Un message, que vous diriez-vous? Que je regrette rien. Et que c'était comme ça. J'en ai peut-être voulu qu'il soit parti, qu'il m'ait laissé si tôt. Mais non, merci. Si tu pouvais rencontrer et discuter avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée, que choisirais-tu et pourquoi? Discuter avec mon papa. Je lui demanderais s'il est fier de moi, si j'ai pris les bonnes décisions et qu'il continue à m'envoyer des signes. Après tout ce temps, avez-vous encore envie de laisser la vie vous surprendre sur le plan affectif? Ou préférez-vous ne pas vous engager et pourquoi? Pour l'instant, je suis engagée dans mes sociétés et je laisse la vie faire. On verra qui elle me mènera sur le chemin. Votre parcours, force, le respect, femme, mère, chef d'entreprise, vous avez surmonté des épreuves immenses et trouvé la force de vous reconstruire. Quel message aimeriez-vous adresser aujourd'hui aux femmes qui traversent une période difficile et doutent de leur capacité de se relever? Il faut être forte, il faut se battre. Il faut pas écouter les gens, il faut se mettre sur une ligne de conduite, il faut avancer. Il ne faut pas douter de soi, même si on a des côtés down. Hein. Moi, j'ai eu des côtés où j'ai été très mal. Hein. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, que ça a été hyper facile et pop et lop et que c'est super bien et que c'est top. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on pleure un bon coup, on s'enferme, on crie, on hurle, on se coupe, on coupe tout. Et on n'a pas le choix. Et le matin, on se relève et c'est une autre journée. Et c'est comme ça qu'on va se reconstruire, quoi. On vit avec ça. Et le message aux femmes à travers une période difficile, c'est que le soleil se lève et se couche pour tout le monde. Donc il faut y croire. Il faut y croire, il faut dire merci, être reconnaissant de tout ce qui nous arrive, des bons et des mauvais côtés, parce que c'est des leçons. En refermant Au-delà de la vie, on sent que vous laissiez une porte ouverte à la paix. Pensez-vous qu'un jour vous écrirez une deuxième tome, non pas sur la douleur, mais sur votre construction et de façon plus générale, quels sont vos projets pour l'avenir? Totalement. Je suis tellement en paix avec moi-même aujourd'hui que la vie, elle est belle. Quoi qu'il se passe, la vie, elle est belle. Pensez qu'un jour vous écrirez un deuxième tome, exactement, sur la résilience, sur la capacité de rebondir, la capacité d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, être une femme et vivre
un deuil ou des épreuves jeunes, c'est compliqué. Quand on est seul avec des enfants ou pas des enfants, en tous les cas, être une femme aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut avoir les épaules larges, il faut essayer de ne pas en vouloir à personne, il faut tout prendre en leçon, avancer et être positive et aimer. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Je compte pas m'arrêter là, de continuer à travailler et à développer et à m'éclater.